Bonjour à tous, aujourd'hui nous nous retrouvons dans un nouveau podcast vidéo du LORCEP pour aborder les troubles psychologiques dans la SEP. Ce podcast va être découpé en 3 grandes parties. Une partie où je vous présenterai finalement de quoi on parle quand on parle de troubles psychologiques. Il y aura ensuite un focus sur ces troubles dans la SEP, en termes d'épidémiologie notamment, présenté par le docteur Maté. Et enfin une troisième partie sur le rôle du psychiatre et des psychotropes, présenté par le docteur Tarada. On va commencer par définir les termes pour être certain que l'on parle tous bien de la même chose. Alors aujourd'hui, principalement, on va se concentrer sur les 2 grands troubles qui sont fréquemment retrouvés dans la SEP, la dépression et les troubles anxieux. On ne va pas rentrer dans le détail volontairement parce que c'est pas l'objet du podcast. Alors c'est important de savoir de quoi on parle, car en effet, toute personne a une représentation de ce que sont l'anxiété et la dépression. La société véhicule également des représentations dans les films, dans les médias. Et l'idée aujourd'hui, c'est de revenir là-dessus, de voir ce que l'on peut garder de ces représentations-là et ce qu'il y a peut-être à nuancer. On entend souvent des phrases toutes faites. La dépression, c'est dans la tête, c'est qu'une question de volonté, les personnes n'ont qu'à se bouger un peu. Oh, l'anxiété, c'est juste du stress, ça n'empêche pas de vivre quand même. Il n'est pas anxieux, il fait pas de crise d'angoisse. La peur, l'anxiété, oh, c'est un petit peu la même chose. Très souvent, on se rend compte qu'il y a une méconnaissance de ces troubles et que cela reste un tabou, malgré une parole qui se libère quand même de plus en plus sur les troubles psychologiques en général. Et on peut s'en réjouir, mais on devrait pouvoir en parler finalement comme n'importe quelle autre difficulté. La dépression, finalement, de quoi on parle? Qu'est-ce que c'est la dépression? C'est avant tout un trouble psychologique qui est caractérisé par une humeur qui va de la tristesse à la mélancolie. Attention, c'est bien différent de la déprime. Là, on parle d'un trouble, d'une maladie. Parce que finalement, des moments de doute, de cafard, de découragement, de tristesse ou encore de questionnement, ça fait partie de la vie. Ça ne veut pas dire que l'on souffre de dépression. Nous expérimentons dans notre vie toute la palette des émotions, des plus agréables aux plus désagréables. Et ces variations de l'humeur ne doivent surtout pas être confondues avec ce qu'une personne atteinte de dépression peut expérimenter. Pour pouvoir parler de maladie et donc de dépression, il y a des critères diagnostiques qui sont bien précis et très décrits dans la littérature. Il faut tout d'abord que ces perturbations de l'humeur, elles soient multiples et bien caractérisées. Donc ces fameux critères diagnostiques sur lesquels on reviendra après. Il faut qu'elles se manifestent de façon quasi permanente pendant une période supérieure à 2 semaines. Des moments de tristesse, même de tristesse intense, mais qui apparaissent seulement de temps en temps et se passer dans le temps, de plusieurs semaines, là on ne parle pas de dépression. Enfin, un des troisièmes critères qui sera très important à considérer, c'est que ça marque une véritable rupture par rapport au fonctionnement habituel de la personne. On entend des types de phrases comme je ne me reconnais plus, je n'étais pas comme ça avant, ce n'est pas moi. C'est-à-dire que ça va entraîner une gêne importante dans un ou plusieurs domaines de la vie quotidienne. Difficulté, voire incapacité à se lever, d'aller à son travail, de sortir faire les courses. Une répercussion finalement dans les différents domaines de la vie. Et il faut que ce soit bien sûr en lien direct avec l'humeur et non pas d'éventuelles difficultés physiques ou encore liées à une pathologie organique. Le message qu'il y a à entendre, c'est que finalement c'est une maladie qui se soigne. On peut se rétablir d'une dépression. D'où l'intérêt effectivement de pouvoir se faire aider et de le prendre en charge. C'est une maladie qui finalement est assez fréquente, qui peut concerner tout le monde. On reviendra un petit peu sur les critères de prédisposition juste après et les facteurs de risque, mais finalement n'importe qui peut un jour dans sa vie vivre une dépression. Et on sait, alors selon les études, ça peut être un peu variable, mais qu'une personne sur 5 a souffert ou souffrira d'une dépression au cours de sa vie. Ça va concerner tous les âges de la vie. Par contre, on se rend compte que ça touche quand même 2 fois plus les femmes que les hommes. Et contrairement aux idées reçues qu'on a vues juste avant, elle ne fait pas de vous quelqu'un de faible et la volonté seule ne suffit pas pour s'en sortir. C'est donc important de se faire aider. On va maintenant aborder les symptômes de la dépression. Comment ça peut se manifester? À savoir qu'il n'est pas nécessaire de présenter l'ensemble des symptômes pour que le diagnostic de dépression soit posé par le médecin ou le médecin psychiatre. Un des symptômes majeurs va bien sûr être une tristesse inhabituelle, quasiment tous les jours.
On va parler d'humeur dépressive. On se sent vide, triste, sans espoir. Le deuxième symptôme majeur, c'est la perte d'intérêt et de plaisir pour les activités qui auparavant, en fait, procuraient du plaisir. Un des signes peut être aussi la fatigue, souvent plus marquée le matin. Là, dans le cadre de la SEP, c'est toujours difficile, en fait, de distinguer à quelle fatigue on a affaire. Est-ce que c'est cette fatigue si particulière de la maladie? Est-ce que c'est de la fatigue physique? Ou est-ce que, effectivement, c'est de la fatigue qu'on pourrait appeler psychologique? On peut retrouver également une modification de l'appétit avec les deux extrêmes du spectre, soit une augmentation, soit une diminution, associée à une perte ou une prise de poids qui est significative. On peut retrouver aussi des troubles du sommeil, à nouveau sur les deux versants du spectre, insomnie ou hypersomnie. Un ralentissement psychomoteur ou son inverse, une agitation. Ce symptôme-là, il est plus souvent constaté par l'entourage que par la personne elle-même. On peut retrouver aussi une diminution de l'aptitude à penser ou à se concentrer, à prendre des décisions. Il peut y avoir aussi le sentiment que la vie ne vaut pas la peine d'être vécue ou ne vaut plus la peine d'être vécue, et donc des pensées de mort récurrentes. C'est un sujet qui est très souvent difficile à aborder et qui pourtant est primordial, car ces idées noires sont assez fréquentes. Et on peut contrecarrer, ça c'est important, les idées reçues. Non, parler d'idées de mort ne conduit pas à un passage à l'acte. Au contraire, faire évoquer la problématique avec la personne en situation de mal-être, ça permet au contraire d'offrir un espace de parole pour confier cela. Et ça pourra la soulager et en tout cas l'inciter à parler et à exprimer sa souffrance. Enfin, on peut retrouver aussi un sentiment de culpabilité excessif qui est assez fréquemment ressenti. Mais finalement, d'où ça vient la dépression? Ça a une origine plurifactorielle. On va retrouver des facteurs biologiques, un déséquilibre des neurotransmetteurs, vous savez, ces petites molécules qui circulent dans notre cerveau, et la chimie du cerveau, en fait, est modifiée dans le cas d'une dépression. Il peut y avoir aussi des facteurs génétiques. Les études sur le sujet mettent en évidence que, par exemple, le fait d'avoir des parents qui ont souffert d'une dépression augmenterait le risque d'être touché par la maladie. On considère aussi des facteurs environnementaux et psychologiques. Des événements de vie stressants, un décès, une perte d'emploi, une séparation ou encore l'annonce d'une maladie. On considère aussi que les traumatismes précoces vécus pendant l'enfance peuvent effectivement conduire au développement d'une dépression. A contrario, certaines personnes peuvent être touchées par une dépression sans facteur déclenchant apparent. Alors, concernant l'anxiété. L'anxiété, c'est avant tout une réponse physiologique naturelle en réponse à un danger ou un stress. Le fonctionnement de notre organisme se modifie pour nous préparer à l'action et nous aider à affronter le danger. Accélération du rythme cardiaque, augmentation de la transpiration, difficulté à respirer. Si on vous place devant un ours, cette réaction, elle serait plutôt adaptée. Elle vous permettrait de réagir rapidement, de tenter de vous sauver du danger, par n'importe quel moyen possible, mais en tout cas, de vous mettre en action. Donc l'anxiété en soi n'est pas pathologique. En revanche, quand l'intensité de cette anxiété est tellement forte que le fonctionnement habituel est perturbé, qu'elle est sans lien avec un danger ou une menace réelle, c'est là que ça devient pathologique. On parle alors de troubles anxieux. À nouveau, comme pour la dépression, les troubles anxieux sont très fréquents et peuvent concerner tout à chacun, même s'il existe des facteurs de risque sur lesquels on reviendra. Les symptômes sont très variables d'une personne à une autre, et même s'il peut exister un lien entre troubles anxieux et la dépression, ce sont bien deux pathologies à distinguer, même si elles peuvent avoir des symptômes similaires. En termes de symptômes, on va retrouver des manifestations psychologiques et physiques qui vont être variables d'une personne à une autre et en fonction du type de trouble. Irritabilité, impulsivité, peur irrationnelle, difficulté à se concentrer, baisse des performances intellectuelles, incapacité à faire des projets, vision négative dans l'avenir, par exemple du catastrophisme, on pense toujours au pire, et sur le plan physique, des troubles digestifs, douleurs, insomnie, fatigue, maux de tête, vertige. Donc comme vous le voyez, ce sont des symptômes, ou en tout cas des manifestations qu'on peut aisément retrouver dans tout un tas d'autres pathologies à la fois psychologiques mais aussi physiques. Donc c'est pour ça que c'est important en fait de vraiment faire le point avec le patient sur ce qu'il expérimente pour essayer de mettre un mot sur ce qui se passe pour lui. Alors, d'où viennent les troubles anxieux?
Tout comme la dépression, la vulnérabilité aux troubles anxieux, elle va résulter d'une interaction entre plusieurs facteurs, génétiques, environnementaux, psychologiques et ou développementaux. On peut citer notamment des antécédents familiaux de troubles anxieux, des événements traumatisants, la consommation d'alcool ou de drogue, la prise de certains médicaments ou l'existence de problèmes médicaux ou psychiatriques. On a vu de façon très générale ce qu'étaient les troubles psychologiques, notamment la dépression et l'anxiété. Et maintenant qu'on a tous le même langage, on va voir avec le docteur Maté comment ces troubles sont retrouvés plus spécifiquement dans la CEP, avec notamment quelques chiffres. On a beaucoup d'études qui nous renseignent sur le risque de troubles psychiatriques chez les personnes ayant une sclérose en plaques. Alors troubles psychiatriques, ça veut dire troubles de la santé mentale au sens large. Ça regroupe beaucoup de choses et principalement les troubles dépressifs avec une succession d'épisodes dépressifs caractérisés ou les troubles anxieux comme les troubles anxieux généralisés. C'est-à-dire que ça dépasse l'épisode de déprime ou l'épisode d'anxiété assez modéré et qui va rester relativement isolé. Ces études, elles sont principalement nord-américaines, canadiennes, et elles consistent essentiellement, alors soit à interroger les bases de données de l'assurance maladie pour savoir s'il y a une consommation d'antidépresseurs, un recours aux consultations psychiatriques, etc., ou aussi à interroger directement un certain nombre de patients en leur donnant des questionnaires qui dépisteront s'ils ont déjà été diagnostiqués comme ayant une dépression ou s'ils présentent des idées dépressives. Ce que l'on sait, c'est que les troubles psychiatriques au sens large, c'est donc une personne sur deux qui a une sclérose en plaques qui en présentera au cours de sa vie. C'est très largement supérieur à la population générale, c'est beaucoup plus présent qu'en population générale et on peut dire que la sclérose en plaques est un facteur de risque d'avoir ces troubles psychiatriques. Si on regarde troubles psychiatriques par troubles psychiatriques, on va retrouver systématiquement une augmentation de la fréquence de ces problèmes chez les personnes ayant une sclérose en plaques. Les troubles dépressifs en eux-mêmes, c'est 2 à 5 fois plus qu'en population générale. Les troubles anxieux, c'est 3 fois plus qu'en population générale. Mais les psychoses ou les maladies bipolaires sont elles aussi plus présentes, plus de 2 fois la population générale. Et malheureusement, assez logiquement, si les troubles psychiatriques sont surreprésentés, eh bien les idées suicidaires le sont elles aussi dans la population des gens qui ont la sclérose en plaques. Et ça n'est pas anodin parce que il a été mis en évidence dans d'autres études que l'existence de ces troubles psychiatriques dans la sclérose en plaques, et notamment de la dépression, est systématiquement associée à une diminution des scores de qualité de vie, à une augmentation des scores de fatigue, à une augmentation des troubles, des douleurs chroniques, à une augmentation des troubles cognitifs. Alors cause ou conséquence, c'est difficile de dire. Est-ce que dans la sclérose en plaques, c'est parce qu'on est fatigué, parce qu'on a des douleurs chroniques qu'on va présenter plus facilement une dépression? Ou à l'inverse, est-ce que c'est parce que l'on a une dépression que vont s'en suivre des douleurs, de la fatigue? Ça n'est pas résolu, mais toujours est-il que tous ces symptômes fonctionnent ensemble, se nourrissent les uns les autres dans une espèce de cercle vicieux où dépression, douleur, troubles cognitifs, fatigue existent ensemble et doivent être pris en charge ensemble. Un autre phénomène important est que quand on présente notamment un trouble dépressif dans la sclérose en plaques, eh bien on diminue ses chances d'être observant, de bien suivre le traitement de fond qui aura été prescrit. Alors pourquoi ça n'est pas résolu, mais c'est relativement fréquent. Si une personne qui a la sclérose en plaques a une dépression, elle sera probablement moins bien traitée sur le long terme parce que suivant moins ses traitements et le risque d'évolution de la maladie est réel. D'autres études plus récentes ont illustré ce phénomène important que vous voyez sur ces deux graphiques. À gauche en vert, qui traite des troubles dépressifs, de l'incidence des troubles dépressifs, c'est-à-dire de risque de présenter une première dépression, ou à droite en orange sur le risque de présenter un premier trouble anxieux.
Alors on se centre sur l'âge du diagnostic chez les personnes ayant une sclérose en plaques. C'est la courbe vert foncé à gauche ou orange foncé à droite. Et on compare à la population générale, c'est-à-dire sans sclérose en plaques, avec la courbe vert clair à gauche et la courbe orange clair à droite, donc au même âge que les patients ayant le diagnostic de sclérose en plaques. Et ce qu'on voit, c'est que au moment du diagnostic, l'année du diagnostic, il y a une nette prédominance des dépressions, une nette augmentation du risque de dépression chez les personnes ayant une sclérose en plaques par rapport à ceux qui n'ont pas ce diagnostic. Et on retrouve exactement la même chose pour les troubles anxieux, à droite, avec ce pic en orange là, par rapport à la population générale, en orange clair, où la courbe reste plate. Ça veut dire que au moment du diagnostic, c'est vraiment le moment clé pour nous médecins pour dépister ces troubles anxieux et ces troubles dépressifs et les traiter, étant donné les conséquences que ça peut avoir pour la qualité de vie et pour le futur de la sclérose en plaques, comme j'en parlais avant. Et au moment du diagnostic, ces troubles sont plus importants, mais ce que l'on voit aussi dans ces courbes, c'est que dans les 2 années qui précèdent le diagnostic, on a déjà une augmentation de ce risque. Il y a vraiment une courbe qui est déjà ascendante 1 an, 2 ans avant le diagnostic par rapport à la population générale. Et ça veut dire qu'au moment où la sclérose en plaques se prépare dans le système nerveux des gens, où elle s'installe avant même le diagnostic, eh bien, elle est déjà responsable de prodromes comme des dépressions, comme des troubles anxieux, chez les personnes qui ensuite vivront avec cette maladie. La question se pose maintenant de comment prendre en charge ces troubles. La prise en charge, elle a pour but d'améliorer la qualité de vie des personnes, même s'il n'est pas question de faire disparaître complètement les symptômes anxieux par exemple. On peut faire en revanche bouger le curseur d'intensité, de faire en sorte que l'anxiété elle soit moins importante pour retrouver un fonctionnement habituel et que ça n'entrave plus, ou en tout cas moins, les activités du quotidien. Alors on va aborder ensemble quelques pistes. On va dire que c'est une espèce de pêle-mêle des pistes que vous pouvez envisager si vous êtes confronté à ces difficultés-là. Un des premiers points de vigilance, c'est déjà de prendre en compte la personnalité de la personne, son contexte social, mais aussi le vécu de la maladie ou des maladies et leur évolution. Pour la personne, une des premières pistes, c'est déjà d'apprendre à repérer les symptômes, donc se renseigner, faire ce qu'on appelle la psychoéducation. Qu'est-ce que c'est la dépression? Comment ça se manifeste? Qu'est-ce que c'est l'anxiété? À nouveau, comment ça se manifeste? Comprendre quels peuvent être les symptômes des différents troubles et de sa pathologie, s'il existe des antécédents pour parvenir à les repérer, s'auto-évaluer aussi d'une certaine manière, même s'il est toujours important de consulter un médecin. C'est le médecin qui posera de toute façon le diagnostic. Pour la personne, c'est aussi important d'accepter l'aide des autres, même si c'est pas facile, surtout effectivement dans ces moments-là, parce que ça permet aussi d'exprimer les ressentis. Après, il y a aussi les conseils d'hygiène de vie qui sont conseillés finalement à tout à chacun, qui permettent à la fois de se rétablir, mais aussi de prévenir ces troubles. Pratiquer une activité physique adaptée, avoir une alimentation la plus équilibrée possible, maintenir, développer des liens avec d'autres personnes autant que possible. Les proches ont aussi un rôle essentiel. Tout comme la personne, comprendre et repérer les signes. Les proches vont pouvoir par exemple aider à consulter, à suivre un traitement s'il y en a un qui est mis en place, soutenir à la bonne distance, c'est-à-dire en prenant en compte les besoins de chacun. Éviter d'accabler, on va au contraire plutôt valoriser, écouter. Dans le cadre d'une dépression par exemple, encourager aux sorties qui procuraient du plaisir auparavant, mais sans forcer. Vraiment trouver cette juste distance, ce juste milieu finalement entre encourager sans être effectivement dans le fait de forcer la personne, puisque de toute façon ça ne fonctionnera pas. Dans le cas de la dépression, évoquer aux besoins pour mieux les prévenir notamment les éventuelles idées de suicide. Même si attention, les proches ne doivent pas devenir des professionnels, des psychologues, mais ils peuvent déjà accueillir et réorienter aux besoins vers les professionnels compétents, et en tout cas alerter. Et enfin, pour les proches, prendre soin de soi-même pour une aide qui sera la plus efficace possible. Une autre piste, alors qu'on a déjà commencé finalement à aborder juste avant, c'est d'en parler, que ce soit à son entourage, à un professionnel. Alors là,
peu importe, neurologue, médecin généraliste, médecin psychiatre, kiné, infirmier, peu importe, tant que c'est un professionnel de confiance qui est neutre et qui n'est pas un proche. Dans le cas du réseau LARCEP, vous pouvez évoquer ces difficultés à l'ensemble de l'équipe du réseau, qui pourra déjà vous apporter une écoute adaptée et vous orienter au besoin vers la psychologue. Enfin, vous pouvez aussi trouver de l'écoute au sein des associations de patients, que ce soit pour la sclérose en plaques ou alors concernant des troubles psychiatriques. Le soutien psychologique peut être pertinent, car parfois le simple fait de verbaliser ses ressentis permet déjà d'obtenir un certain soulagement. Et à nouveau, la psychologue du réseau est là pour ça. Ça peut être aussi via des groupes de parole, que ce soit en présentiel ou en visio. Ou ensuite, envisager peut-être un suivi plus long, plus régulier, plus fréquent en psychothérapie. Cette psychothérapie, elle va permettre de mieux gérer les troubles, de réduire les symptômes et prévenir les rechutes. On est vraiment dans une démarche de changement, comprendre comment ça fonctionne, les mécanismes de pensée pour pouvoir agir dessus. La psychothérapie, elle est de toute façon toujours pertinente, elle peut être utilisée seule ou conjointement aux médicaments. Ce qui me permet d'aborder finalement cette dernière piste qui est le recours à la médication qui peut être envisagé. C'est à discuter avec votre médecin et vous le verrez, ce sera développé un peu plus amplement juste après. Bonjour à tous. L'objectif de cette présentation, et je remercie le LURCEP de m'avoir sollicité pour ça, et de donner un peu d'éléments d'information sur la psychiatrie dans le but de démystifier cette spécialité qui est source un peu de fantasmes et qui est une spécialité importante notamment dans la prise en charge des pathologies neurologiques dont la sclérose en plaques fait partie. Alors, la psychiatrie, c'est une discipline médicale qui est en charge de la compréhension et de l'identification et du diagnostic des troubles mentaux, parmi lesquels la dépression, l'anxiété, les troubles obsessionnels compulsifs ou certains troubles du comportement. Et ces troubles mentaux, en fait, ils sont complexes et multifactoriels. Ils s'expliquent à la fois par des facteurs biologiques, de la génétique, des antécédents dans la famille, mais aussi des facteurs biologiques dans le cerveau, c'est-à-dire de l'inflammation cérébrale, la modification des neurotransmetteurs qui permettent de communiquer entre les neurones, et puis voilà, tous les phénomènes de dérégulation entre les réseaux neuronaux dans le cerveau. Ça, c'est les aspects biologiques de la psychiatrie. Mais la psychiatrie, c'est pas uniquement biologique, il y a aussi des facteurs psychologiques, c'est-à-dire la personnalité, le caractère, le tempérament, et puis comment on va aussi gérer les événements de vie. Et enfin, les autres types de facteurs qui peuvent être impliqués dans la psychiatrie sont les facteurs sociaux, l'histoire de vie, le contexte social et culturel, et donc finalement, la psychiatrie est une discipline un peu complexe et multifactorielle où il faut bien prendre en compte tous les facteurs bio, psycho et sociaux. Après avoir expliqué ce qu'était la psychiatrie, bien maintenant on peut expliquer ce qu'est le psychiatre. Alors le psychiatre, c'est un médecin. Il a fait à la fois il a fait un cursus d'études médicales avec les 6 années d'études médicales générales où on étudie l'ensemble des spécialités médico-chirurgicales. Et puis au terme de la 6e année, après le concours de l'internat, on fait le choix de se surspécialiser en psychiatrie, avec là encore l'objectif de l'internat étant d'avoir des connaissances beaucoup plus spécialisées sur l'ensemble des troubles mentaux, et on peut se surspécialiser dans différentes branches qui peuvent être la pédopsychiatrie, l'addictologie, la psychiatrie du sujet âgé, mais aussi des disciplines plus transversales comme la médecine du sommeil ou la médecine de la douleur. Le rôle du psychiatre, au terme de toute sa formation, ça va être d'être en capacité de diagnostiquer des troubles mentaux à partir des symptômes psychiques et comportementaux de la personne, et puis de proposer des thérapeutiques en rapport avec le trouble qui a été diagnostiqué. Et donc parmi ces thérapeutiques, ça peut être des traitements psychotropes, mais ça peut être aussi une psychothérapie en fonction de la formation du psychiatre. Alors du coup, évidemment, puisqu'on parle d'une discipline multifactorielle qui comporte des facteurs bio, psycho et sociaux, on pourrait se demander, du coup, et c'est une question fréquente, quelle est la différence entre le psychiatre et le psychologue ? Déjà, la formation n'est pas la même. Le psychologue, il a fait des études de psychologie, qui est une discipline qui relève plus des sciences humaines et sociales, et non pas des sciences biologiques et médicales, comme pour la psychiatrie.
Le psychologue, lui, ne se restreint pas seulement aux aspects pathologiques du psychisme, mais il englobe le fonctionnement psychologique humain de façon beaucoup plus large. Et d'ailleurs, il y a une grande diversité des domaines de la psychologie. Il y a la psychologie clinique, qui est en charge effectivement des troubles mentaux, mais il y a aussi la psychologie sociale, qui s'intéresse plutôt aux phénomènes sociétaux, aux phénomènes de groupe. Il y a la psychologie du travail, il y a la neuropsychologie pour les fonctions cognitives, et plein d'autres domaines. Il y a la psychologie du développement. Et je vous disais, la psychiatrie, c'est une spécialité du cerveau pour laquelle il y a une dimension biologique, et donc on pourrait se demander quelle est la différence avec le neurologue. Alors le neurologue, lui, il a fait aussi des études de médecine, mais lui, il est formé plutôt au diagnostic et au traitement des maladies du système nerveux dans son mécanisme. C'est-à-dire que lui, il connaît toute l'anatomie du cerveau et des nerfs, et toutes les lésions qui vont provoquer des symptômes en rapport avec l'atteinte de la lésion. Et il peut y avoir plusieurs spécialités de la neurologie, les maladies neurodégénératives comme la maladie d'Alzheimer, la maladie de Parkinson, et les maladies neurovasculaires pour les AVC. Et puis vous avez aussi l'inflammatoire pour la sclérose en plaques, l'épilepsie. Donc vous avez tout un champ plutôt mécanique du cerveau pour le neurologue. Et donc si on fait un peu finalement la différence entre les deux, le neurologue, on pourrait, comme est représenté à gauche, le cerveau plutôt anatomique, mécanique, avec les différents lobes du cerveau, les différentes zones, avec des symptômes qui vont dépendre de ces zones-là. Et le psychiatre, lui, se situerait plutôt sur l'image de droite, où on imagine le cerveau en réseau, avec la communication entre les différentes zones du cerveau, et de cette difficulté de communication entre les différentes zones va résulter une symptomatologie comportementale, psychologique, psychiatrique. Quand on parle de psychiatrie, on parle aussi de thérapeutique et notamment de psychotropes. Alors il y a plusieurs classes, mais les principales classes de psychotropes sont les antidépresseurs, les anxiolytiques, les régulateurs de l'humeur, autrement appelés thymorégulateurs, les antipsychotiques pour les phénomènes hallucinatoires et délirants, et les psychostimulants plutôt pour l'éveil ou les troubles de l'attention. Et le mécanisme en fait du psychotrope va jouer sur la neurotransmission et va soulager les symptômes psychiques et du comportement qui sont en rapport avec ces défauts de neurotransmission et qui sont retrouvés dans certains diagnostics. Alors, la classe médicamenteuse la plus connue, ce sont les antidépresseurs. Malheureusement, ils ont souvent mauvaise presse au niveau de la population générale, et pourtant, moi j'aimerais revenir un peu avec des préjugés qu'on entend souvent en consultation. C'est-à-dire que les antidépresseurs, ce sont le traitement de fond des troubles dépressifs, mais aussi anxieux. Certes, ils s'appellent antidépresseurs, et peut-être que le nom est mal choisi, mais en tout cas, quand on a un trouble anxieux, le traitement de fond, c'est bien l'antidépresseur. Au niveau du cerveau, ils agissent sur l'augmentation de la sérotonine, de la noradrénaline, qui sont des neurotransmetteurs, qui sont impliqués dans les compétences de concentration, dans les compétences de ressenti de plaisir et de motivation. Ces antidépresseurs ne sont pas addictogènes. Contrairement aux anxiolytiques d'ailleurs, qui sont souvent trop prescrits, considérés comme des molécules plus légères. Les antidépresseurs n'étant pas addictogènes, ils peuvent être arrêtés une fois que la dépression ou que l'anxiété est stabilisée après plusieurs mois. De même, autre préjugé qu'on entend, c'est que les antidépresseurs, ils shootent ou ils sédatent. Ce n'est pas vrai, même certains antidépresseurs sont plutôt stimulants, et d'ailleurs la majorité sont prescrits plutôt le matin. Et enfin, dernier préjugé, sur la modification de la personnalité. Non, les antidépresseurs ne modifient pas la personnalité, parce que avoir des symptômes anxieux ou dépressifs pathologiques, c'est plutôt un handicap et c'est pas une définition de l'identité. Donc au contraire, finalement, traiter la dépression ou l'anxiété, ça permet plutôt à la personnalité et au tempérament du patient de s'exprimer normalement. Des éléments à connaître quand on prescrit un traitement antidépresseur sont les différentes phases du traitement. Il y a la première phase, qui est la phase curative, qui dure en général 1 à 2 mois.
Et c'est celle qui permet en fait la guérison des symptômes anxieux et dépressifs. C'est une phase importante, mais la deuxième phase, qui est la phase de maintenance, est encore plus importante. En effet, il s'agit en fait de garder le traitement antidépresseur alors que les symptômes anxieux et dépressifs ont disparu. Non pas pour garder le traitement à vie, mais pour être sûr qu'il n'y ait pas de récidive à long terme. En effet, cette période de maintenance qui dure environ 6 à 9 mois, alors qu'il n'y a plus de symptômes anxio-dépressifs, c'est celle qui garantit qu'il n'y aura pas de récidive d'épisodes dépressifs ou d'autres troubles anxieux à l'arrêt du traitement. Et enfin, il y a la dernière phase d'arrêt qui dure environ 1 à 2 mois de façon le plus progressive pour éviter un rebond des symptômes. Et donc, quand on prescrit un traitement antidépresseur, il faut avoir un peu en tête ce schéma avec l'idée qu'un traitement est prescrit pour au moins 1 an. Et c'est important de le prendre tous les jours et de ne pas l'arrêter brutalement. Et si jamais il y a des symptômes secondaires, des effets indésirables qui dérangent la personne, il est important d'en discuter avec son médecin et ne pas l'arrêter tout seul dans son coin. Parce qu'il y a toujours possibilité de changer de molécule. Alors, là je vous ai parlé de la psychiatrie et des psychotropes et du psychiatre de façon générale. Et on pourrait se demander, du coup, pour la sclérose en plaques, qu'en est-il ? La sclérose en plaques, c'est une maladie cérébrale chronique. Et d'un point de vue purement biologique, il y a une inflammation cérébrale, et donc cette inflammation cérébrale, c'est un facteur de risque de développer des troubles mentaux, comportementaux, psychiques, notamment de type dépression ou anxiété. C'est aussi une maladie chronique, et donc d'un point de vue psychologique, c'est une maladie qui est parfois lourde à vivre du fait du handicap qu'elle génère, mais aussi il peut y avoir une appréhension persistante de la prochaine poussée, donc qui peut aussi impacter sur le psychisme. Et parfois, en fait, finalement, la souffrance psychique qui est associée à la sclérose en plaques, finalement, elle va parfois impacter la qualité de vie bien plus fort que la sclérose en plaques en elle-même. Et de plus, finalement, la présence d'une symptomatologie psychiatrique associée peut influencer l'évolution de la sclérose en plaques, peut rendre parfois les poussées plus longues ou une forme de résistance au traitement médicamenteux. Et ce qui est important surtout, c'est que cette souffrance psychique, c'est pas une condamnation et on peut la soulager. Donc c'est important d'en parler à son médecin, à son neurologue, à sa psychologue ou à son médecin généraliste pour éventuellement voir s'il y a indication à rencontrer un psychiatre. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Ce topo était peut-être un peu rapide et parfois schématique, mais l'objectif était de donner les grands messages sur la psychiatrie, parce que c'est une spécialité qui concerne environ 1 personne sur 5 en France, ce qui n'est pas négligeable, et donc il est important d'en parler, parce qu'il y a des solutions qui existent. Voilà. Je vous remercie d'avoir regardé ce podcast jusqu'au bout. J'espère qu'il vous aura permis d'avoir une représentation peut-être un peu plus précise de ce que sont les troubles psychologiques dans la CEP et que cela vous aura donné peut-être quelques pistes si vous en aviez besoin. Je me tiens disponible pour les patients ou leur entourage. N'hésitez pas à me contacter si vous en ressentez le besoin.